Mais qu'est-ce qu'elle devient, Fred? Une nouvelle de Marco Bucher. On m'appelle Frédéric ou Fred, mais à vrai dire, personne n'a prononcé mon nom depuis longtemps. J'habite de nouveau, à 25 ans, dans l'appartement où j'ai grandi, heureuse, en tant que fille unique. Je n'ai pas touché au mobilier et je me suis juste réinstallée dans ma chambre d'ado avec les quelques meubles acquis durant mes études en économie d'entreprise. Mes parents ont péri il y a une année dans un accident de voiture, une mort atroce par asphyxie lors d'un incendie dans le tunnel du Goddard. Après l'enterrement, j'ai petit à petit fait le vide autour de moi, le besoin d'être seule, de m'isoler momentanément pour prendre le temps de faire le deuil. Je n'ai plus répondu aux appels qui se sont espacés au fil des semaines. Mon entourage me mettait mal à l'aise avec la sollicitude appuyée qu'il me témoignait. Les mois se sont écoulés si rapidement, sans même que je ne m'en aperçoive. Je travaille à domicile pour une banque régionale comme vérificatrice des comptes. Et, sans en connaître la raison, je n'ai plus ressenti le besoin de sortir. Un effondrement soudain de mon énergie vitale. Alors, j'ai très vite pris l'habitude de faire mes achats de nourriture, de vêtements ou autres accessoires via un service internet, bien que mon cocon soit situé au centre historique de Lausanne, entre la place de la Palue et la montée de Manor. Quand quelqu'un doit effectuer des réparations ou de l'entretien, je glisse la clé sous le paillasson et attends, sans faire de bruit, enfermée à double tour dans ma chambre. Mais ce n'est pas pour autant que je ne communique plus. Je me suis inscrite sur un site de rencontres pour me divertir. Je passe quelques heures par jour à chatter avec mes interlocuteurs virtuels. Cependant, dès que les discussions deviennent trop intimes ou trop pressantes pour un rendez-vous réel, je me défile aussitôt, prétextant une somme de travail importante ou en m'inventant un nouveau petit ami. Depuis plusieurs semaines, des changements surviennent dans mon corps et s'y propagent comme un processus à la fois malin et irréversible. Cela a débuté par une perte de sensibilité localisée. Mes doigts ont subi progressivement une atténuation du toucher. Puis mon teint est devenu plus transparent que d'habitude. La peau autour de mes yeux a viré au noir et mes règles ont disparu. J'ai ensuite remarqué que mes poils poussaient beaucoup plus lentement, ce dernier aspect n'étant pas pour me déplaire, à vrai dire. Mais la tournure des événements a pris une autre dimension depuis que mes crises ont commencé. De quelques minutes au début, elles se sont rapidement transformées en heures. La température de mon corps chute, puis mes mains deviennent incapables de saisir le moindre objet. Seule ma mâchoire semble conserver sa faculté mécanique primaire. Ensuite, ma conscience se voile. Une rage déchire mon cœur et me commande, au mépris de ma propre vie, de dévorer sans distinction chaque créature que je vais croiser. Sentant venir ce phénomène, je me menotte une cheville à un radiateur, ce qui m'empêche d'imaginer une sortie. Après, je reste prostrée et pleure pendant de longues minutes. Mais pourquoi moi ? J'ai en vain consulté Internet, téléphoné anonymement à des médecins de garde qui m'ont pris pour une mauvaise plaisanteriste, mais je n'ai rien déniché de comparable à ma situation. L'éclairage électrique trop intense s'est soudain mis à me faire mal aux yeux, si bien que j'ai, peu à peu, remplacé toutes les ampoules par des lumières rouges et pris l'habitude de manger à la lueur des bougies. Simultanément, j'ai noté que seule la nourriture de couleur rouge m'attirait et apaisait mes crises. Mon alimentation se limite désormais à de la viande crue et saignante. Le reste me fait horreur. J'ai dès lors découvert le thon cru qui est délicieux, avec ce goût métallique qui persiste des heures dans ma gorge. J'ignore si je me transforme en Je n'ose pas prononcer le mot, pas même dans mon esprit, tellement cela me répugne, mais je ne sais plus à quel sein me vouer. Au fil du temps, j'ai observé que ce régime exclusif attise également ma faim dévorante de chair fraîche et donc l'ampleur de mes crises.
Ma décision d'arrêter de m'alimenter en définitif a été la seule solution pour briser ce cercle vicieux. Après 2 semaines, les accès de démence ont progressivement disparu en même temps que je me suis affaiblie. Une indifférence s'est ainsi installée en moi comme un grand calme sur un lac gelé. Je n'éprouve même plus le besoin d'être aimée ou caressée. Aujourd'hui, il neige abondamment. De gros flocons de printemps viennent recouvrir la ville d'une couche de dentelle soyeuse. Mon monde se met en sourdine. Le balai des passants que je vois depuis ma fenêtre, les volatiles qui se calfeutrent sous les avant-toits et même les habituels musiciens de rue sont absents. Cette météo hivernale me rend plus sereine qu'à l'ordinaire. J'ai donc décidé de pousser la porte d'un endroit très particulier de mon appartement. Dans une pièce borgne, de taille moyenne, mon père avait aménagé un cabinet de curiosités. Les étagères, protégées par des vitrines, renferment des centaines d'objets aux formes défiant l'imagination, tous issus des 3 règnes de la nature, le minéral, le végétal et l'animal. On y découvre donc une améthyste géode de bonne taille, une minuscule ambre contenant un insecte millénaire, un œuf d'autruche, une grenouille naturalisée en frac jouant du violon, un véritable crâne humain, un squelette de salamandre à 2 têtes et une improbable canine de vampire. En levant les yeux au plafond, je distingue d'énormes coquillages tropicaux qui côtoient de gigantesques crabes royaux et une paire de dents de morse sculptées. Un épais tapis d'Orient et un poste de consultation complètent le décor utilitaire. Chaque éclairage, habilement placé et de faible densité, contribue à produire un effet à la fois feutré et confortable, comme pour me transporter au cœur d'une matrice originelle, ou plutôt à l'intérieur d'un confessionnal de l'évolution dans lequel plus rien ne peut m'atteindre. Mais le véritable trésor demeure, à mes yeux, le reste d'une merveilleuse collection de papillons exotiques, disposés dans de belles boîtes en chêne. Elles sont tapissées à l'intérieur de stries blanches et beiges, et chacune contient un spécimen. Il semble qu'à l'origine, il y ait eu une volonté de classification, comme le prouvent les numéros émaillés épars sur le côté. Seuls les exemplaires les plus spectaculaires par leur beauté semblent avoir été conservés. Je me délecte de ces splendeurs que la nature a créées. À l'aide d'une loupe lumineuse à rhéostat, j'observe avec une grande attention chaque papillon pour y découvrir toutes leurs envoûtantes nuances de formes et de couleurs. À contempler ainsi le bleu irisé des ailes de mon lépidoptère favori, un morpho bleu de Guyane, j'y trouve l'équivalent d'une preuve irréfutable d'une existence divine. Un vecteur d'éternité dans l'éphémère, conditionné par la main de l'homme. Je sais que je vais cesser de vivre sous peu, seule, isolée, et je l'accepte. Mais lorsque ma chandelle sera morte, j'espère simplement que mon âme aura suffisamment de couleurs pour m'élever par-delà l'azur, m'épingler sur une comète, rejoindre les mains du Créateur et me défaire dans la paix et la lumière.